Toute entreprise qui cherche à grandir, eh bien, elle a besoin d'un plan. Mais attention, ce n'est pas juste une question de survie, c'est une vraie question d'ambition. La stratégie de croissance, en fait, c'est ça qui transforme une bonne idée en une réussite durable. C'est vraiment le moteur de l'expansion. Voilà la question fondamentale. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, mais plein de chemins possibles. Choisir le bon, c'est peut-être la décision la plus importante pour une entreprise. Alors, comment on fait pour s'y retrouver ? Allez, voici notre programme. On va d'abord comprendre pourquoi une stratégie est juste indispensable. Puis, on va explorer les deux grandes options, construire ou acheter. On utilisera un outil classique pour y voir plus clair avant de plonger dans des tactiques beaucoup plus modernes. On verra aussi des exemples concrets et on terminera en résumant tout ça pour aider à faire le bon choix. Entrons dans le vif du sujet. On pourrait se demander pourquoi on ne peut pas juste avancer au jour le jour. Eh bien tout simplement parce que, sans une direction claire, la croissance ça devient une sorte de loterie plutôt qu'une ambition qu'on maîtrise. J'adore cette analogie, elle est parfaite. La stratégie, c'est notre cap, notre destination. Et la boussole ? Ce sont nos indicateurs de performance, les fameux KPIs. Des chiffres comme le coût d'acquisition client ou le taux de rétention. Ce ne sont pas juste des données, ce sont les instruments qui nous disent si notre navire avance bien dans la bonne direction et à la bonne vitesse. Pour faire simple, une entreprise a deux grandes manières de grandir. Soit elle utilise ses propres forces pour se développer de l'intérieur, soit elle va chercher des forces nouvelles à l'extérieur. C'est tout le dilemme entre la croissance interne et la croissance externe. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est le compromis. La croissance organique, c'est construire sa maison brique par brique. C'est plus lent, c'est certain, mais on garde un contrôle total sur sa culture, sur son produit. À l'inverse, la croissance externe, c'est un accélérateur de dingue. On achète une part de marché, une techno, une base de clients. Imaginez une start-up qui fait un logiciel. La croissance organique, c'est d'embaucher plus de développeurs. La croissance externe, c'est de racheter une petite boîte qui a déjà la technologie qui nous manque. C'est un gain de temps énorme. Mais l'intégration, c'est un défi immense et le risque financier, il est bien plus élevé. Alors, une fois qu'on a une petite idée de la voie à suivre, comment on peut préciser la direction ? Pour ça, il existe un outil super utile et finalement assez simple, la matrice d'Ansoff. Cet outil, il date des années 50, mais croyez-moi, il est toujours aussi pertinent. Il aide à structurer sa pensée en croisant deux axes tout bêtes, les produits qu'on vend et les marchés qu'on vise. En gros, on se demande, est-ce que je propose quelque chose d'existant ou de nouveau, à des clients que je connais déjà ou à de nouveaux clients ? On commence avec la stratégie la moins risquée, la pénétration de marché. L'idée est simple, on fait plus de ce qu'on fait déjà avec les gens qui nous connaissent déjà. On va pousser le marketing, optimiser les prix. C'est souvent la première étape logique pour une jeune entreprise qui a trouvé son rythme et qui veut juste consolider sa position. Ici, on prend notre produit qui cartonne et on va chercher de nouveaux acheteurs. Ça peut être une nouvelle région, un nouveau pays, une nouvelle tranche d'âge. Le produit ne change pas, mais la clientèle, oui. C'est la stratégie parfaite quand on sent que notre marché de base commence à être un peu saturé. Le risque augmente un peu, forcément parce qu'on ne connaît pas encore ce nouveau public. Cette fois, on fait l'inverse. On reste avec nos clients fidèles, mais on leur propose quelque chose de tout nouveau. C'est une excellente approche pour les boîtes qui ont réussi à bâtir une marque forte et une vraie relation de confiance. On s'appuie sur cette fidélité pour leur vendre notre dernière innovation. Et enfin, la stratégie la plus audacieuse, un nouveau produit pour un nouveau marché. Là, c'est le grand saut dans l'inconnu, le risque est maximal. C'est en général le terrain de jeu des entreprises déjà bien installées qui ont les reins solides pour absorber les coûts d'un tel pari. Mais bon, la récompense potentielle peut être immense. Ok, on laisse de côté les cadres stratégiques classiques et on passe à une approche beaucoup plus moderne, plus agile et, disons-le, obsédée par les données. Bienvenue dans le monde du growth hacking. Le growth hacking, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Le but, c'est d'obtenir un maximum de résultats avec un minimum de moyens. Et pour ça, on ne se fie pas à l'intuition, mais aux données. On teste des idées en permanence, on mesure absolument tout et on ne garde que ce qui fonctionne pour le développer à fond. Et ça illustre parfaitement la mécanique du growth hacking. Le framework AARR, c'est comme un entonnoir qui décompose le parcours client en 5 étapes. D'abord, on attire les gens. Puis, on s'assure qu'ils ont une super première expérience. Ensuite, le plus dur, on les fait revenir. C'est seulement après qu'on pense à gagner de l'argent. Et à la fin, on transforme nos clients contents en ambassadeurs. Chaque étape est un levier potentiel pour la croissance. Et pour savoir où agir dans cet entonnoir, il n'y a pas de secret, il faut mesurer. Voici les indicateurs vitaux. Combien ça coûte d'acquérir un nouveau client ? Combien il rapporte sur toute sa vie, quel pourcentage reste fidèle, combien passe vraiment à l'action. Tous ces chiffres, c'est la fameuse boussole du gros hacker, pour revenir à notre analogie du navire. Bon, assez de théorie. Voyons un peu comment ces concepts prennent vie avec des entreprises qui sont devenues de véritables géants. Ça, c'est peut-être le premier et le plus célèbre growth hack de l'histoire. En 1995,
Hotmail avait du mal à décoller. L'idée de génie? Ajouter cette simple phrase avec un lien à la fin de chaque email envoyé. D'un coup, chaque message devenait une pub virale. Le résultat? Des millions d'utilisateurs en quelques mois. C'est l'étape recommandation de l'entonnoir, mais poussée à l'extrême. Un autre cas d'école, Dropbox. Ils ont transformé leurs utilisateurs en une véritable armée de commerciaux. Au lieu de payer pour de la pub, ils ont payé leurs utilisateurs avec ce qu'ils avaient de plus précieux, de l'espace de stockage. L'incitation était parfaitement alignée avec le produit et ça a alimenté une croissance juste exponentielle. Spotify, eux, ont misé sur le pouvoir de la preuve sociale. En se connectant à Facebook, l'application montrait à tout le monde ce que leurs amis écoutaient. Et on le sait, personne n'aime être à la traîne. Donc, si tout le monde utilise Spotify, on est forcément tenté d'essayer. Cette visibilité massive a littéralement propulsé l'application sur le devant de la scène. Alors, après ce petit tour d'horizon, comment on fait le tri? Comment décider de la meilleure approche pour sa propre situation? Ce tableau, il résume super bien les compromis. La croissance organique, c'est une construction patiente. C'est lent, mais c'est solide et on maîtrise tout. La croissance externe, c'est une conquête rapide. C'est immédiat, mais c'est cher et très risqué. Et le gros hacking, il se situe un peu entre les deux. C'est une série de sprints, très rapides, avec un risque qu'on peut dire modéré parce qu'on s'adapte constamment aux résultats. Donc, s'il y a des choses à retenir, ce sont celles-ci. 1. Avoir une stratégie de croissance, ce n'est pas une option. 2. Il faut choisir entre construire en interne ou acquérir. 3. Des outils comme la matrice d'Ansoff sont là pour nous aider à y voir clair. 4. On peut s'appuyer sur des tactiques modernes comme le gros hacking pour accélérer. Et 5. Le plus important, tout mesurer avec les bons indicateurs. Au final, la vraie question, ce n'est pas faut-il grandir, mais plutôt comment. Chaque chemin a ses propres défis, ses propres récompenses. Et ce choix, il ne définit pas seulement le rythme de l'entreprise, il définit aussi son identité profonde.